Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est un operating partner? En fait, l'operating partner est un professionnel confirmé qui va accompagner un entrepreneur. Donc on pourra le voir par rapport aux canaux, soit à travers des fonds d'investissement, soit en direct. Et il va accompagner cet entrepreneur et surtout, c'est là que c'est un point important, il va s'engager sur les résultats. Donc il va en fait devenir un véritable copilote qui va être axé sur les résultats mesurables et sur la performance opérationnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une session presque parfaite. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Franck Roger, directeur général de la Operating Partner Academy. Une académie est la seule et unique en France et en Europe qui forme des operating partners. Alors évidemment, on va parler de ce que c'est un operating partner et de ce que représente l'académie et de comment elle fonctionne surtout. En sachant que j'avais déjà effectivement reçu Isabelle Saladin qui nous a parlé vraiment du métier un peu plus technique. Et donc bonjour Franck. Bonjour Eliade, bonjour à tous, merci. Merci à toi, donc c'est un grand plaisir de te recevoir. On va parler effectivement de ce qu'est un operating partner et de surtout comment tu as développé cette académie qui est à nouveau, je le rappelle, donc la seule en France et en Europe qui forme des operating partners en devenir aux côtés donc, de PME et ETI. Donc tu vas nous parler évidemment de ce que c'est. Alors avant tout, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous parler de ton parcours en quelques mots. Ouais, je vais le faire très rapide. Merci Eliade. Oui, comme tu disais, l'Operating Partners Academy, c'est aujourd'hui la seule académie qui certifie les Operating Partners. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Sur ce côté certificat qui est important. Alors moi, j'ai 51 ans, j'ai un parcours en fait qui mixe à la fois l'entrepreneuriat, donc j'ai eu l'occasion de créer 3 ou 4 boîtes. J'en avais créé une en même temps que je faisais mes études de droit, je m'ennuyais un petit peu. D'ailleurs, à l'époque, si j'avais eu un operating partner, je me serais pas planté, puisque j'avais une vision qui était très bonne. On était début des années 90, et j'ai créé une entreprise qui faisait de l'assemblage d'ordinateurs, juste au moment où Dell est arrivé. Donc, te dire, ça a tout balayé. Voilà, donc plusieurs entreprises d'entrepreneurs, et j'ai piloté également quelques BU dans des groupes français ou anglo-saxons, donc principalement dans le B2B, et avec un axe très important, qui était plutôt le côté formation. En fait, j'ai été dans la formation, à la fois sur différentes missions où je pilotais de la data, du SaaS, et donc des logiciels sur accompagnement au changement. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir une mission au niveau d'une grande école de commerce, Kedge, dont je garde une très très bonne expérience, qui m'a permis en fait de piloter la direction de l'offre de la formation continue de Kedge, où on formait 6000 personnes. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, où on accompagnait des entreprises, que j'ai découvert la beauté de l'accompagnement des entrepreneurs. Et c'est là également que j'ai pu rencontrer le métier d'operating partner, que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui m'a plu énormément. Donc très axé formation, mais formation, on en parlera certainement, impactante. Je crois en fait à la formation qui crée de la valeur et pas forcément dilapider des sommes un peu partout pour former X personnes. Donc multicasquette et dans formation plutôt impact, côté impact. Alors avant de parler de cette académie, la Operating Partner Academy, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est un Operating Partner, puisque tu ne connaissais pas ce métier avant même de l'avoir au final de l'avoir trouvé et de former maintenant ces nouveaux rôles. Alors, tu as raison, la définition est importante. Il y a, on va dire, plusieurs définitions, mais je pense que si on revient vraiment à la notion même, à l'essence de l'operating partner, en fait, l'operating partner est un professionnel confirmé qui va accompagner un entrepreneur. Donc, on pourra le voir par rapport aux canaux, soit à travers des fonds d'investissement, soit en direct. Et il va accompagner cet entrepreneur et surtout, c'est là que c'est un point important, qui va se différencier de beaucoup d'autres métiers, il va s'engager sur les résultats. Donc, il va en fait devenir un véritable copilote qui va être axé sur les résultats mesurables et sur la performance opérationnelle. Parce que c'est une pratique en fait qui vient surtout des États-Unis où les fonds pour eux c'était très courant et c'est toujours courant de mettre en place des operating partners dès qu'ils investissent dans des boîtes, c'est ça ? Tu as entièrement raison. Alors, quand tu dis pratique, moi, je reviens à la notion même de métier. Je pense que c'est important aujourd'hui
Être operating partner, ça ne s'improvise pas, ça se décrète pas. Tu as raison, les États-Unis ont été précurseurs avec une vision très pragmatique, notamment, on va dire, sur le suivi de la crise des subprimes en 2008, où ils se sont dit, qui de mieux que quelqu'un qui l'a déjà fait, le fameux have done it, Oui. pour accompagner les entrepreneurs chez qui on a investi. Et c'est ce qui a fait ce pragmatisme, le succès aux États-Unis, avec, on en parlera sans doute, effectivement, un marché qui est très différent en France et en Europe, puisque aux États-Unis, c'est effectivement dans les mœurs depuis une quinzaine, vingtaine d'années, pratiquement, et toutes les entreprises là-bas ont des fonds au board, alors qu'en France, on est un petit peu sur un marché différent. Alors, c'est quoi la genèse donc, de cette Operating Partner Academy et pourquoi tu t'es pas dit, moi, avec mes multi-casquettes, on va dire, j'exerce pas ce métier et tu as plutôt choisi, au contraire, de les former? Alors, la jeunesse, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La première des choses, c'est effectivement, moi, ce métier m'a plu parce que c'était vraiment un gagnant-gagnant. Hein. En fait, l'operating partner va réussir et donc l'entrepreneur va réussir. Donc, il y a un partage de valeur et de création de valeur. Donc, il y avait d'abord, je dirais, un gros travail qui a été fait sur les besoins réels de formation de ce métier, puisque la formation n'existait pas. Et donc, il ne fallait pas juste faire une formation pour une formation. Et surtout, la genèse, on est arrivé, je pense, en plus, à un bon moment, puisque le métier d'operating partner commençait réellement en France depuis, on va dire, 2016-2017, avec encore une partie sensibilisation, mais surtout, je dirais, avec les tensions économiques actuelles, le contexte, de plus en plus de recours à ce métier, à la fois de la part des fonds et des entrepreneurs. Donc, il devenait vraiment nécessaire, pour donner les lettres de noblesse à ce métier, d'aller créer une formation, encore une fois, pour aller former sur un métier qui est un métier d'élite. Alors, élite dans le sens positif du terme. Hein. Tout à fait. Et bien, est-ce que, selon toi, c'est cette absence de formation en France qui a freiné l'émergence de ces nouveaux exécutants, de ces operating partners? Alors, je ne sais pas si c'est l'absence de formation. La première des choses, effectivement, c'est qu'on a vu un certain nombre de gens venir s'autoproclamer operating partner, et on a vu des cas d'usage où finalement le résultat n'était pas forcément là. Donc je pense qu'il y avait plusieurs contextes. Il y avait à la fois un contexte où le marché nécessitait une sensibilisation sur ce métier qui n'était pas connu, et il y a encore une sensibilisation très importante à avoir sur ce métier. Ça, c'était le premier sujet. Et le deuxième sujet, je dirais, c'était justement par rapport à ce côté résultat mesurable. Parfois, en fait, des gens qui n'avaient pas forcément les compétences pour l'exercer. Donc, peut-être, effectivement, quelques maladresses. Et en parallèle, on a vu de plus en plus, tu l'as constaté quand tu as parlé, effectivement, de ce métier-là, on le voit dans des livres blancs, avec un développement important du nombre de missions de ce métier, et je pense à un avenir qui est assez prometteur pour les gens qui seront formés et certifiés là-dessus. Oui, parce que ça correspond maintenant à un vrai besoin de marché, comme on l'a dit en préambule, avant que ce soit enregistré, que même moi, de mon côté, je vois de plus en plus d'operating partners, parce que effectivement, c'est ce que recherchent, j'ai l'impression, les ex-entrepreneurs, les ex-dirigeants, qui recherchent un nouveau sens, un nouveau métier qui mêle un peu tout ce qu'ils ont pu connaître dans leur parcours entrepreneurial. Tu as parfaitement raison, parce que on a dans les profils qui rentrent à l'académie, on aura l'occasion d'en parler, mais on va dire les personnes qui rentrent en tant qu'apprenants dans l'académie ont souvent entre 45 et 60 ans, voire plus. Ce sont souvent effectivement soit des entrepreneurs qui ont vendu leur boîte et qui n'ont pas forcément envie d'en remonter une. Enfin, on connaît tout le problème administratif de remonter une boîte, mais qui ont envie de transmettre, de créer de la valeur, et en même temps, à côté, également des profils de très hauts cadres dirigeants qui eux aussi retrouvent de la valeur en disant j'ai envie de créer de la valeur opérationnelle. Donc oui, tu as raison, ce profil d'entrepreneur apporte beaucoup au métier d'operating partner. Alors on va rentrer évidemment plus en détail dans ce que c'est un operating partner, qu'est-ce que vous regardez effectivement chez un futur operating partner, mais avant de rentrer dans ce sujet-là, est-ce que tu peux nous parler de la structure, de la gouvernance un peu de la Operating Partner Academy, comment ça fonctionne, et voilà,
par qui elle a été fondée. Je ne sais pas si tu peux évidemment nous en parler. Ah bien sûr, avec grand plaisir. En fait, d'abord, Operating Partner Academy, je dirais juste avec Franck Roger, n'aurait jamais marché. D'abord parce que je ne connaissais pas suffisamment ce métier et il fallait toute une énergie et un écosystème. Donc globalement, on a structuré, avant de lancer les premières promotions, plusieurs mois avant, une gouvernance qui aujourd'hui regroupe une dizaine d'investisseurs dans l'académie et qui mélange également avec une gouvernance et un comité des sages composé de LPs, de fonds, d'entrepreneurs et qui nous donne un petit peu ce côté, je dirais, direction à suivre pour le métier d'operating partner. Donc c'est effectivement une structure et un écosystème très riche qui permet en fait aux gens qui rentrent dans l'académie non seulement d'avoir accès à ce métier d'élite, mais également d'avoir accès, je dirais, à un réseau, un écosystème très riche pour exercer le métier. Oui, parce que ça s'adresse donc à des élites, et tu vas nous en parler, on va dire, juste après, à qui s'adresse vraiment la formation Operating Partner. Et donc, il fallait aussi constituer un réseau solide et attractif. Parce que... après, tu places, enfin, vous, entre guillemets, les apprenants, et on y reviendra évidemment encore après, finissent leur certification au travers d'un stage final. Et donc, il fallait aussi avoir un réseau d'entreprises qui cherchent aussi à avoir un allié, on va dire, à leur côté, quoi, c'est ça ? Bien sûr, et je dirais l'operating partner est forcément à la fois un homme, une femme de l'ombre, on le verra dans ce rôle de sparring partner, et de personnes qui ne remplacent pas le dirigeant, mais c'est une personne qui également, pour exercer son métier, doit avoir accès toujours à un réseau d'experts, à un réseau de professionnels qui va pouvoir permettre de répondre aux questions du dirigeant qu'il va accompagner. Donc oui, le côté écosystème est primordial sur l'exercice du métier d'operating partner. Alors comment on rentre, comment on se forme à ce métier et quel profil vous ciblez en général? Tu as parlé tout à l'heure de la tranche d'âge, en général 45-60 ans, voire plus. Au-delà de ce critère d'âge, parce que qui pour moi je pense, et selon toi aussi, c'est aussi un gage d'expérience. D'expérience, bien sûr. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous regardez et comment vous arrivez à vous dire tel candidat peut être un bon operating partner? Alors, on a 2 heures. Non, de manière pragmatique, effectivement, l'âge, pourquoi ? Parce qu'il y a une question d'expérience. Effectivement, c'est la personne qui l'a fait. Donc en fait, pour avoir accès à ce métier, encore une fois, alors pourquoi on parle de métier d'élite ? C'est simplement parce que ce n'est pas accessible à tout le monde, de par à la fois le nombre de compétences qui sont requises et d'expérience. Les compétences vont être à la fois des compétences, on va dire, côté hard skill, côté, on va dire, finance, côté stratégie, côté pilotage opérationnel. Donc d'avoir une vision globale de l'entreprise pour pouvoir aider et co-créer avec l'entrepreneur et répondre à un besoin à un moment pivot de l'entreprise. Donc il y a à la fois on va dire, ces expériences de gestion, de pilotage d'entreprise, là où d'ailleurs les entrepreneurs sont très importants là-dessus, c'est qu'ils l'ont déjà vécu. Donc il y a cette notion, si tu veux, de pair PAIR qui se crée, et donc le fait d'avoir vécu les choses crée cette notion de confiance qui est absolument fondamentale. En dehors du côté, on va dire, compétences de compétences métiers, il y a des compétences humaines. Il va y avoir ce qu'on va aller chercher, c'est effectivement la possibilité pour ces gens-là d'adapter leur posture. On en parlera peut-être sur le côté succès-échec. Pourquoi un entrepreneur peut réussir ou pas réussir sur le métier d'operating partner. Mais notamment, il y a ce côté, on va dire, écoute, humilité, transformation de posture qui est fondamentale. Donc, c'est cet ensemble qu'on va chercher. Donc, techniquement, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a une grille de compétences, si tu veux, de 32 éléments, 32 compétences. Et globalement, après une première approche, on va dire informelle, une discussion où on va dire aux personnes, oui, il nous semble que vous avez le profil ou non, et c'est pas grave, encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour tous les métiers. Globalement, le processus de sélection, qui est un processus rigoureux, se termine par un passage devant un jury indépendant qui, lui, va donner le go, no-go final sur l'intégration de l'académie. Donc 32 compétences que le candidat doit cocher. C'est-à-dire, est-ce que le candidat en question
obligatoirement vendu son entreprise? Est-ce qu'il est obligé de passer par cette case-là pour pouvoir être formé au sein de cette académie? Alors, la grille des 32 compétences, entendons-nous bien, on ne va pas chercher la personne parfaite, bien etc., sûr, parce sinon, qu'on ne l'est jamais, ça ne marche pas. Non, c'est plutôt effectivement un ensemble d'éléments qui va nous permettre de voir deux choses. La première des choses, c'est la capacité à suivre le parcours, parce qu'on est quand même sur un parcours, on en parlera, mais qui est un parcours à la fois court en part-time, mais dense, en nombre de choses à maîtriser. Donc, nous, on ne veut surtout pas emmener des gens qui ne seraient pas en mesure de suivre le parcours dans le mur, première des choses. Et deuxième chose, on se projette aussi, puisque nous, l'intérêt, c'est que tout le monde soit satisfait, y compris après la formation. Et donc, on va aller chercher aussi des gens qui, on le pense, vont réussir dans ce métier après d'operating partner. Du coup, globalement, par rapport à ça, je te dirais que les entrepreneurs, l'intérêt, c'est qu'ils aient vendu leur boîte. Pourquoi ? Un entrepreneur en activité, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit voilà, je suis en train de développer mon entreprise. À côté, je voudrais être operating partner. La première des choses, c'est j'essaye, et les équipes avec moi qui faisons les entretiens, on essaye déjà de détecter où ils en sont de la construction de leur entreprise. Un entrepreneur qui bosse pour sa boîte de manière classique, 40, 50, 60, voire plus d'heures par semaine, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour être operating partner. Il y a un moment pour tout. Donc finalement, des entrepreneurs en activité, c'est plutôt assez rare, ou alors c'est qui sont en train de sortir. On a ce cas-là avec des gens qui sont en train de céder et qui sont en train effectivement de se poser des questions. On a également des entrepreneurs qui viennent ou des cadres dirigeants de très haut niveau, un petit peu dans la même recherche, qui se disent « Est-ce que j'ai pas intérêt à racheter une entreprise ? Ou est-ce que j'ai pas intérêt également à aller voir si je peux pas être embauché par un fonds à très très haut niveau ?» Et dans ce cadre-là, moi je me rappelle d'un candidat qui m'a dit je veux être operating partner parce que ça correspond à mes valeurs, je veux créer de la performance opérationnelle, et en même temps, grâce à l'écosystème, comme je suis intéressé dans 2 ans, 3 ans par une reprise d'entreprise, je vais pouvoir être, je dirais, au bon endroit, au bon moment pour détecter les meilleures choses. En tant qu'operating partner, je connais l'envers du décor. En plus, je peux en vivre. Donc, c'est quelque chose qui peut accélérer un facteur où on le sait, la reprise d'entreprise, c'est pas au moment où tu décides de reprendre une entreprise que 2 mois après, la reprise d'entreprise se fait. Ah, tout à fait. Mais justement, j'aimerais revenir sur ce métier d'operating partner, parce que comme c'est un nouveau métier qui émerge en France, du moins, il y a parfois de la confusion qui est faite autour de ce nouveau métier. Alors, en quoi un operating partner, en fait, il diffère par exemple, de ce qu'on appelle un manager de transition, voire d'un consultant stratégique, ou même d'un directeur général opérationnel? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, tu as raison. C'est principalement quand on ne connaît pas le métier d'operating partner, les métiers où on va essayer de trouver une référence. Voilà. Mais l'operating partner est un métier en soi. Les différences. La première des choses, l'operating partner est donc quelqu'un qui va s'engager sur les résultats et qui va co-créer un plan d'action, un plan de développement avec l'entrepreneur et qui va s'engager sur les résultats. Et donc là, déjà, on voit des différences fondamentales avec le manager de transition qui, lui, en général, va plutôt arriver sur une mission délimitée dans le temps, sur un axe précis. Mais il n'a pas co-créé le plan qu'il va appliquer. Donc là, on a une différence vraiment fondamentale avec une personne engagée sur les résultats qu'il a lui-même proposé. Par rapport à un consultant, c'est pareil. Souvent, les consultants stratégiques, et il y en a de très, très, très bons, vont poser des solutions, vont poser des différentes solutions possibles à l'entrepreneur, mais vont s'arrêter aux propositions. Alors qu'un operating partner, lui, va continuer le plan qu'il a co-créé avec l'entrepreneur en s'engageant sur les résultats. Tu m'entendras souvent parler de résultats. Ouais, c'est vraiment, je pense, le fondement du métier d'operating partner, c'est d'avoir accès à des résultats qui soient mesurables. Justement, est-ce que le plus difficile pour ces operating partners, c'est de ne pas diriger, mais plutôt d'accompagner, qui pour moi, je pense, quand on passe d'un rôle où on dirige à un rôle où plutôt on accompagne en s'engageant sur des résultats, j'ai l'impression que quand même c'est une difficulté un peu plus ardue, voilà,
Est-ce que selon toi, tu partages aussi cette vision? Alors, je la partage et à 100%. En fait, tu poses une vraie question. On parlait en introduction où on se disait, il y a des entrepreneurs qui réussissent à devenir des operating partners, d'autres non. Et un des enjeux fondamentaux, c'est justement le côté de l'ego, qui est normal pour un entrepreneur. Je pense que tout entrepreneur, si on n'a pas un petit peu d'ego, à un moment, on n'entreprend pas. Bien sûr. Voilà. Et effectivement, tu as raison. Quand on est entrepreneur, qu'on a des équipes, en général, on est dans « je prends la décision, je fais faire », etc. Là, la posture de l'operating partner va être totalement différente, puisqu'il ne remplace pas le dirigeant, mais il va être un copilote actif. Et donc, sa posture est complètement différente. Et nous, ça, c'est un des points fondamentaux qu'on a justement dans le parcours de formation, où non seulement le premier module est sur la transformation de posture, mais c'est également un fil rouge de transformation. Et si cette posture ne se met pas en place, on voit les taux d'échec arriver, et souvent, ça représente 80 à 90% des échecs de personnes qui deviennent operating partners. Et parce qu'en fait, dans quel contexte type un operating partner est sollicité? Alors, ce qui est intéressant avec ce métier, c'est que le recours à des operating partners est très très varié. On a l'habitude de dire qu'ils vont arriver pour créer de la performance opérationnelle. Donc, créer de la performance opérationnelle, ça va notamment être sur des moments pivots de l'entreprise, départ à l'international, cession. Oui, très très bien placé. On aura l'occasion d'en parler, mais je pense que la valeur d'un operating partner dans la préparation d'une session est très très importante pour donner plus de valorisation. Donc ils vont arriver à des moments pour gérer ou de l'hypercroissance ou pour gérer un petit peu de la réorganisation. Donc on va dire c'est des moments fondamentaux, des moments pivots, mais il y a également, et de plus en plus, un operating partner aussi est très intéressant, on va dire, notamment sur des opérations complexes. Parce que c'est quelqu'un qui comprend la stratégie, qui comprend également les finances. Donc, si on a de la finance si on a un fonds d'investissement, etc., c'est quelqu'un qui va être capable de faire parler les différentes parties entre elles, entre la stratégie, l'opérationnel et la finance, et de proposer des solutions et de convaincre l'ensemble, je dirais, des parties prenantes. Et du coup, donc, je comprends que ça nécessite autant de compétences que ce que tu as tout à l'heure cité. Donc, 32 compétences, évidemment, l'objectif n'est pas de tous les gaucher, mais au moins d'essayer quand même d'avoir le plus de compétences possible. Parce que, est-ce qu'ils sont censés avoir le même niveau à l'issue de la formation ou, par exemple, en fonction des contextes dans lequel l'entreprise se situe, est-ce que tu vas plutôt penser à tel operating partner plutôt qu'à un autre? Comment Alors là, tu parles de deux sujets. Tu parles à la fois du sujet de la formation et du sujet post-formation et des choix d'operating partner. Exactement. Alors, si tu veux bien, je vais parler d'abord de la formation. Aujourd'hui, en fait, sur la formation, en dehors de cet aspect posture qui est fondamental, on va dire il y a 3 autres axes qui sont travaillés. Le premier, c'est de la transmission par des operating partners confirmés. C'est-à-dire qu'on a sur un module des operating partners confirmés depuis un bon moment qui vont transmettre tout un tas. Alors, je ne vais pas forcément parler d'outils, mais surtout de positionnement, de posture, de comment agir en tant qu'operating partner. Et on va également avoir en fait des dirigeants qui vont intervenir, qui ont leurs propres entreprises, sur des leviers de performance. Et ça, c'est important, parce que la maîtrise de l'ensemble de ces leviers de performance est souvent indispensable pour faire les bons choix, et donc pour maîtriser la totalité, on va dire, de l'environnement de l'entreprise. Donc tu vas avoir des leviers de performance sur la finance, et le M&A, on aura l'occasion de t'en reparler, je pense. On aura des leviers de performance sur la transformation des organisations, sur l'IA, et donc, pour répondre à ta question, on a des gens qui ont des parcours différents qui viennent dans la formation. Et le but, c'est que déjà, ils maîtrisent l'ensemble, on va dire, de ces leviers de performance pour être immédiatement opérationnels. Et on a tous plus ou moins des domaines d'expertise quand on rentre. Tu vois, je pense à quelqu'un qui est venu, qui, en termes de finance, était sans doute le plus qualifié, là, qui est sur la promotion en cours. Mais déjà,
il avait peut-être aussi d'autres petites faiblesses, entre guillemets, quand je dis faiblesses, on s'entend bien. je dirais à améliorer. Mais lui-même nous a dit, ça m'a intéressé sur la finance parce que l'angle qui a été donné et de création de valeur m'a aidé aussi sur des notions que je maîtrise bien. Donc sur l'aspect formation, et c'est pour ça qu'on parle de métier d'élite et que tout le monde ne pourra pas rentrer dans cette formation, on aura sans doute l'occasion d'en parler, mais on est sur des petites promotions de 10 à 12 personnes. Et donc ces personnes-là, si tu veux, pendant la formation, non seulement se transforment en termes de posture, non seulement prennent l'ensemble des leviers de performance et également, je pense que ça sera un sujet important parce qu'on est les premiers à le faire, font également une mission de fin qui s'appelle le CAPOP Graduate Validation, CAPOP étant le certificat d'aptitude à la profession d'operating partner. Et c'est une mission que l'académie leur trouve avec un dirigeant et sur lequel ils vont faire la première phase, on va dire, de diagnostic stratégique co-construit avec le dirigeant et ils vont être en fait évalués sur cette partie-là, donc très pratique. Donc c'est pour ça que si tu veux, un operating partner va sortir directement opérationnel sur l'ensemble des leviers de performance. Ça, c'est la première partie sur la formation. Sur la deuxième partie, et je pense qu'il y a aussi les axes métiers, tu vas avoir des operating partners. La grande question, c'est est-ce qu'un operating partner est généraliste ou expert ? Alors, moi, j'ai une idée là-dessus, c'est que je trouve que c'est dommage qu'on sectorise trop parfois, notamment dans des fonds, mais ça se comprend quand ils ont des participations, par exemple avec 20 lignes qui sont que du télécom. Bien souvent, ils ont le réflexe d'aller chercher du télécom. Mais on voit que les operating partners, aujourd'hui, je dirais les plus agiles, adaptables et performants sont souvent ceux qui font différents secteurs avec différents contextes et qui prennent finalement les best practices un peu partout. Tout à fait. Un peu comme aussi, on pourrait dire, par rapport à notre métier, boutique M&A, est-ce qu'il vaut mieux être ultra spécialisé ou généraliste ? Moi, je pense effectivement, je partage ta vision des choses. En étant généraliste aussi, on arrive aussi à comprendre et à appréhender différentes problématiques qui vont nous servir sur un dossier en particulier et qui vont nous permettre aussi d'avoir un angle un peu plus large sur certains sujets. Donc effectivement, c'est toujours délicat d'être ultra spécialiste. On est après dépendant d'un certain marché, ce qui n'est pas forcément évidemment, en fonction du marché sur lequel on se trouve. Franck, j'aimerais revenir donc sur la formation, parce que je rappelle que vous êtes la première académie en France et en Europe, donc qui dit première, vous êtes nouveau sur le marché. Et comment alors vous avez pu construire ce programme ? Et est-ce que tu peux vraiment un peu plus nous détailler ce que contient ce programme pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées par justement être formées ? Bien sûr. Alors d'abord, effectivement, le programme n'est pas sorti de nulle part. On a travaillé pendant des mois et des mois, on va dire dans l'ombre, comme un operating partner. Et quand je dis on, c'est que il a été décidé en fait que ça pouvait pas être des théoriciens qui allaient pondre un programme descendant. Donc on a regardé, on a consulté déjà des operating partners qui étaient en poste, en leur demandant quelles sont aujourd'hui les activités sur lesquelles ils sont plus à l'aise, quels sont leurs manques, etc. En parallèle, on a également été voir un certain nombre de clients qui faisaient appel à des operating partners. On a également interrogé donc des GP, des LPs. Et en fait, c'est comme ça qu'on a identifié, si tu veux, les différents besoins du marché. En fait, une formation... c'est pour ça, au début, on parlait, je te disais, moi, je suis sur la formation qui va donner de la performance. Si tu fais une formation théorique dans ton bureau, elle ne marche pas. Donc, je pense que, tu vois, on a un programme de formation aujourd'hui. Allez, on a dû avoir peut-être 250 maquettes avant de produire la maquette finale. Et quand je dis la finale, elle évolue en fait tous les mois. Et c'est vraiment une volonté et un engagement de l'académie, c'est d'adapter le parcours, parce que de toute façon, il y a des choses qui changent dans le monde économique et il ne faut pas faire une formation qui soit ancrée vers le passé. Tout à fait. Alors, donc, tu as parlé tout à l'heure aussi d'un stage final pour avoir cette certification. Quels sont les temps forts en fait, du programme, les modules, les différentes briques, on va dire, de formation, si tu peux nous les citer, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors, la première des choses, et c'est pareil, on s'est dit, en termes de formation,
tu as plusieurs choix. Soit tu fais une formation à temps plein. Ça aurait pu être un choix. Hein. On aurait pu faire des formations qui soient sur du permanent, etc. On s'est aperçu que par rapport aux besoins des gens qui allaient rejoindre l'académie, le format part-time était le meilleur. Parce qu'ils peuvent continuer des activités, parce que tu as des gens qui sont en reconversion, qui peuvent justement passer du temps là-dessus pour aller se projeter. Et tu as également un temps, on va dire, immersif et réflexif qui est nécessaire pour appréhender tout ça. Donc du coup, ça nous a amené à concocter un programme qui se fait sur 6 mois, qui fait un total de 130 heures, majoritairement en présentiel. Alors pourquoi majoritairement en présentiel ? C'est que les échanges qui sont faits entre les apprenants, les intervenants, entre les apprenants eux-mêmes, sont d'une richesse énorme. Et l'expérientiel, aujourd'hui, pour cette matière-là, on n'a pas trouvé mieux que le présentiel. Donc, c'est 75%. Donc, c'est 6 modules de 2 jours en présentiel. C'est 2 jours contigus. L'avantage, c'est que ça crée aussi, si tu veux, ce dynamisme de la promotion. Donc, ça a lieu souvent le mercredi, jeudi, qui étaient les meilleurs jours retenus. Et entre-temps, tu vas avoir un certain nombre de visios, entre 2 à 4 visios, entre les regroupements présentiels qui vont, je dirais, compléter ou qui vont enrichir sur de nouveaux sujets le parcours. Donc, on a un parcours qui est très dynamique, qui est en général sur le premier temps fort, qui surprend aussi souvent. Le premier regroupement, souvent les gens se disent « mais je comprends pas pourquoi ». Et en fait, on a l'habitude de leur dire si vous comprenez pas à la fin du premier jour, c'est bien, ça veut dire que vous avez avancé, puisque cette transformation de posture, elle est fondamentale. Et donc, on a ensuite le deuxième module qui est sur la venue de 2 operating partners confirmés qui partagent. Et ensuite, on attaque les leviers de performance avec un module finance qui est plutôt très bien fait. Hein. Je confirme pour y être intervenu. Enfin, voilà, exactement. Sur la partie M&A. Voilà, exactement. On a ensuite un module transformation des organisations. Et là, le 5e module, alors je prends l'exemple d'une des promos en cours, qui est la promo Jean-Pierre Nadir qui a lieu à Paris en ce moment. Ils vont attaquer le module de l'intelligence artificielle. Et là, en fait, on a pensé vraiment ce module sur la construction de valeur de l'intelligence artificielle, à la fois dans le métier d'OP et dans ce que j'amène à mon client dans l'ensemble du processus de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement impactant en termes de valeur. Et ensuite, tu as un 6e regroupement qui est là plus sur la soutenance de la part des candidats. Et donc, après, on a effectivement une célébration et une remise des certificats avec l'ensemble du réseau et de l'écosystème. Qu'est-ce qui était du coup le plus dur ? On va dire, quel module, selon toi, était le plus difficile à enseigner ou même à construire ? Parce que, par rapport à ce que tu as pu voir et depuis les premières promotions. Alors, ils ont tous leurs spécificités. Mais je dirais, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que globalement, dès la première promotion, comme il y avait eu ce gros travail fait, si tu veux, avec le comité des sages, la gouvernance et les besoins, au moins 80%, voire 90% du contenu et des intervenants ont été conservés. Donc, c'est déjà très bien. Ouais. Le premier module est toujours justement assez touchy, puisque là, on s'attaque à la transformation de posture. Donc là, on l'a fait un petit peu varié. Je pense qu'on a trouvé maintenant une partie intéressante avec une alternance entre, on va dire, un côté soft skill, mais très concret, et un côté d'un operating partner qui vient le second jour, dès le second jour de la formation. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est un programme très équilibré. Et ce qui est intéressant, c'est que globalement, l'ensemble des alumni, à chaque fois, nous ont dit « Ah oui, même si je connaissais cette partie-là, j'y ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Parce que on a intervenu avec Patrice, donc sur la partie M&A, et moi, ce que je trouvais top, mais ce que je trouve top toujours, hein, évidemment, c'est le fait que ce soit des petites promotions, et donc il y a une possibilité de réseauter très efficacement, parce que on se retrouve entre élites, entre guillemets, et donc j'imagine que même bien après la formation, il y a toujours la possibilité pour ces alumni de continuer à co-construire ensemble, à se partager des idées en fonction des problématiques qu'ils rencontrent justement soit à l'issue de leur stage
ou même dans leur nouvelle entreprise par la suite. Est-ce que voilà, tu ressens qu'il y a un peu une effervescence, il y a un engouement autour de ce côté-là? Alors oui, et ce qui nous a surpris d'ailleurs, surprise positive, c'est que dès la première promotion qu'on a eue, on a eu des liens qui se sont tissés entre, et ça je pense que ça fait partie vraiment des success stories de l'académie, entre apprenants et intervenants. Et je pense notamment sur un des sujets où on avait un apprenant qui est quelqu'un en plus exceptionnel et qui a des super valeurs humaines, qui avait un gros marché à répondre et à gérer, et qui, avec un des intervenants, a finalisé finalement cette offre et ils ont travaillé ensemble. Oui. Voilà, donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on a des apprenants qui se sont dit, bah tiens, plutôt que être tout seul, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à chasser en meute? Donc, ils se posent la question de se créer des associations plus ou moins informelles. Donc, oui, on a un espèce d'écosystème très dynamique, et je pense que c'est ce qui est à retenir finalement de l'académie. Si tu veux, t'as une formation d'élite, oui, c'est sûr, mais une formation juste pour la formation, alors c'est déjà très bien, mais c'est surtout derrière, on va dire, toutes les possibilités, opportunités, écosystèmes qui vont permettre d'assurer ce métier d'operating partner. C'est aussi la raison pour laquelle certains, à un certain moment de leur carrière, vont payer un MBA dans les top 3, parfois des dizaines de milliers d'euros. Non, au-delà du contenu, c'est surtout la possibilité de réseauter efficacement avec des personnes entre guillemets qui occupent des gros postes, et surtout là ce que j'ai constaté aussi, c'est que ce sont des profils très complémentaires. Oui. Voilà, sur les deux premières promotions, des profils très complémentaires, chacun dans des secteurs différents, et selon moi c'est vraiment l'un des avantages aussi de cette formation, c'est de pouvoir après échanger entre pairs, mais sur des problématiques différentes, et non pas se retrouver, on va dire, qu'entre soi, avec une possibilité peut-être moindre de monter en compétences. Oui, cet esprit d'ouverture, il est cultivé pendant toute la formation, effectivement, tu as raison. On a parlé donc des apprenants, mais aussi les points forts du programme, c'est aussi les intervenants. Oui. Alors, quels experts, quels intervenants vous mobilisez dans le cadre de la formation Operating Partner ? Alors, on a plusieurs typologies d'intervenants, comme je te disais. Alors, sur sans dévoiler un petit peu les choses, mais notamment sur le premier module, il y a une intervention qu'on aime bien, qui est co-construite avec un intervenant négociateur, souvent du GIGN ou du RAID. Et alors, tu vas me dire pourquoi ? Parce que, ouais, on a l'habitude de voir ça, mais finalement, quand on a discuté avec ces personnes-là, on avait un positionnement qui était un positionnement de binôme. C'est-à-dire que le négociateur n'était pas celui qui prenait la décision des opérations. Et donc, cette espèce de binôme était chargé de travailler ensemble, en confiance, de co-construire et de prendre les décisions. Donc cette petite histoire nous a bien plu. En dehors de cette histoire, ça fait passer tout un tas, je dirais, de postures qui est importante. Donc ça, c'est sur les premiers sujets, on va dire, de transformation et de posture. Sur le sujet des operating partners confirmés, ce sont des gens qui soit travaillent avec des gros fonds, soit travaillent en direct depuis longtemps, qui sont reconnus par la profession. Et les autres intervenants, ce sont tous des dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théoriciens. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les profs dans ma partie de carrière, qui sont absolument très bien pour transmettre un certain nombre, on va dire, de connaissances, voire de compétences. Mais pour ce sujet-là, il faut des gens qui soient à la fois entrepreneurs, qui sachent transmettre et qui soient impliqués. C'est pas si facile à trouver, mais on a la chance d'avoir aujourd'hui un pool de plus de 20 intervenants qui nous permet en fait d'avoir un travail d'équipe qui est fait et qui permet même de travailler à la fois les personnes qui interviennent sur le même module, mais également de travailler sur de l'inter-module ensemble. Donc on a une équipe vraiment d'intervenants qui est patente. Est-ce que de la même façon que pour les candidats, est-ce que les intervenants aussi vont partager leurs vulnérabilités, leurs échecs, et non pas forcément leur réussite? Parce que tout à l'heure, tu as parlé aussi de... parfois, c'est le fait d'avoir échoué aussi qui nous permet de gagner des compétences et donc de les transmettre.
Est-ce que tu trouves ça aussi chez les intervenants que tu recrutes, que tu mobilises ? Complètement. Je pense que c'est lié justement aux valeurs qu'on recherche. À partir du moment où ce sont des entrepreneurs, comme la plupart des entrepreneurs, enfin, on a tous échoué à un moment donné. Et c'est cette capacité de rebond, justement, qui est intéressante. On la retrouve chez les apprenants, mais on la retrouve effectivement chez les intervenants, et qui n'hésitent pas à partager ces éléments sur justement l'aspect positif qui en a été fait après. Donc oui, je dirais, on a des gens qui, humainement, sont très impliqués et complètement entrepreneurs. Donc, sont en plus ravis d'intervenir avec ce type de public. Alors, je te pose une petite question piège, enfin pas vraiment piège, mais quels ont été les premiers retours des anciens participants, justement, à l'issue de la formation, l'impact que la formation a eu sur eux ? Alors, le premier des retours, donc en fait, moi, c'est vraiment, on va dire, c'est ma promotion chouchou, parce qu'on a co-construit. Bien sûr. Alors, on a l'habitude de dire, la première, ce sont des gens souvent qui peuvent essuyer les plâtres. Le retour qui nous a été fait, il a été plutôt très positif, puisque eux-mêmes ont dit, oui, il y a des choses qui se mettent en place, mais globalement, la formation a été au niveau. D'ailleurs, on a vu, si tu veux, on a une notation, on suit à la fois avec des évaluations à chaud, à froid, on a du contrôle continu également qui se fait, et on a eu une note finale de 9,4 sur 10. Ouais. Ce qui, en termes de formation, par rapport à ce public-là, est une excellente note. Bien sûr, parce que c'est pas n'importe quelle formation et pas destinée à n'importe qui. Donc déjà, le niveau d'exigence, j'imagine que avant de débuter cette formation, ils ont un certain niveau d'attente. Et c'est normal, puisque c'est un investissement, à la fois, je dirais en argent, en temps, c'est un investissement, donc c'est normal qu'ils soient en attente d'un niveau d'exigence qui correspond à cette élite. Donc premier retour, je dirais positif, c'était celui-là. Deuxième retour positif, je dirais, c'est les transformations qui ont été faites ou qui sont en cours avec les missions qu'ils ont eues. Donc là, on a plutôt un impact très positif. Et c'est ce côté, on va dire, partage, écosystème qui est resté et que nous, on souhaite maintenir en mettant des événements qui leur sont réservés, interpromos, etc. Donc, on va cultiver cet écosystème et ce réseau. Tu as parlé de transformation. Est-ce que les participants ont vu leur posture évoluer, puisqu'il y a effectivement les performances que vous essayez de leur transmettre, les compétences techniques et au niveau performance, je pense qu'ils gagnent vraiment en compétences, mais au niveau de la posture, parce que c'est aussi un aspect important quand demain ils vont accompagner un dirigeant sur le côté opérationnel vraiment de l'entreprise, est-ce que tu sens ou même eux sentent que leur posture a évolué et s'est transformée ? Alors, nous on l'a ressenti, donc déjà c'est bien, mais ce qui était le plus intéressant, c'est que on a eu beaucoup de témoignages, quasiment unanimes sur les personnes qui sont venues et qui ont parlé de cette transformation. Alors, cette transformation, c'est assez, je vais dire, c'est assez classique, mais en même temps, tous ne l'ont pas au même moment. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui ont la transformation à partir du module 2. D'autres, ça arrive au module 3, voire module 4, voire module 5. Mais globalement, je pense que pas un de ceux qui l'ont fait aujourd'hui n'ont pas vu une évolution à ce niveau-là. Et là, donc, il y en a déjà qui sont en mission. Oui. La plupart sont en mission dans des PME, des ETI. Alors, en fait, c'est très varié. Bon, d'abord, ce sont des gens qui viennent d'être certifiés. Donc, comme tout métier, ça prend forcément aussi du temps d'être reconnu, etc. Donc ça, c'est normal. Surtout qu'aujourd'hui, je pense que les gens qui nous écoutent le savent, trouver des missions, c'est pas si facile. Donc l'avantage, je dirais, de l'académie, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, c'est justement ce réseau qui permet d'avoir accès à des missions. On a plusieurs profils. On a des profils qui, au départ, voulaient être salariés de fonds. Oui, c'est ce que je vais te poser aussi comme question. On n'en a plus beaucoup, au final. Quand ils ont terminé la formation, la plupart voient l'intérêt, parce que travailler avec des fonds peut être passionnant sur plein de sujets, mais la plupart veulent avoir ce travail un peu mixte, soit au travers de fonds, et de travailler dans des participations en évitant l'ingérence des fonds, parce que les fonds eux-mêmes souhaitent ne pas faire preuve d'ingérence dans leur participation. Mais on a donc des personnes qui étaient parties pour être 100% pour des fonds qui ont complètement évolué,
On a aussi des personnes, alors ça c'est intéressant parce que on pensait pas, mais je pense à une personne là qui globalement a fait sa mission de Capop Graduate Validation, et à la fin, l'entrepreneur a dit, écoute, moi je peux pas pérenniser la mission là avec les fonds, c'est compliqué de valider ce rôle pour l'instant de manière full-time, mais j'ai envie que tu bosses avec nous. Et donc ça s'est transformé en une proposition, alors qui n'est pas le but de l'académie de devenir salarié ou de faire un LBO avec une boîte, mais c'est quelqu'un qui n'était pas fermé à ça et qui du coup est aujourd'hui en discussion pour rentrer dans la structure, plutôt à un poste très intéressant. Justement, j'aimerais revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure et qui pour moi aussi un très gros argument pour rejoindre la formation, c'est le stage que vous leur trouvez à l'issue de leur formation. Comment vous arrivez à leur trouver ce stage et de quelle manière en fait vous le faites? Et en fonction, est-ce que ensuite vous dispatchez les missions au hasard ou chacun peut faire sa demande en fonction de ses appétences? Alors, d'abord, je t'entendais employer le mot stage, oui. Mais on l'a employé. Et en fait, si j'en parle un peu en souriant comme ça, c'est que le retour n'a pas été bon du tout de la part des entreprises qui ont dit « mais c'est pas un stage, enfin, vous nous proposez pas quelqu'un qui démarre, c'est pas un stage ». Donc du coup, c'est pour ça qu'on a changé le nom avec Capop Graduate Validation, mais c'est beaucoup mieux. qui est beaucoup mieux. Alors, en fait, comment on les trouve ? On les trouve par différentes sources. D'abord dans l'écosystème de l'académie, comme je te disais, il y a des LPs, il y a des entrepreneurs, il y a des fonds, et donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés par ce type de profil. Donc on a plusieurs fonds notamment qui sont partenaires là-dessus et qui sont très contents d'avoir des gens tout de suite opérationnels. On a également de plus en plus des dirigeants PME, ETI, et qui se disent mais tiens, avoir quelqu'un qui va me construire un plan où finalement ça va pas me coûter grand-chose au départ, et le seul risque, c'est le résultat qui sera de la construction de performance, j'ai envie. Oui. Donc si tu veux, on a de plus en plus de demandes de stage. Tiens, tu vois, j'ai employé le terme stage. Voilà. C'est pas bon. Capop Graduate Validation, et je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Ils sont en général souvent qualifiés parce qu'il y a des vrais besoins d'entrepreneurs derrière. Et le besoin fondamental, c'est de comprendre quelle est l'envie et le besoin réel de l'entrepreneur qui est derrière. Parce que s'il te dit je veux augmenter mon chiffre d'affaires, c'est pas un objectif. C'est-à-dire que même durant ce Capop Graduation Capop Graduate Validation. Capop Graduate Valuation. Voilà, je vais essayer de un peu plus long, mais entre nous, on les appelle les CGV, tu vois. Ah, CGV, parfait. Alors on va CGV, ou en fonction de mon anglais, à certains moments, je vais essayer de dire Capop Graduation Valuation. C'est-à-dire qu'ils s'engagent déjà sur des résultats, c'est-à-dire ils construisent d'emblée un business plan, un programme de développement avec l'entreprise qu'ils accompagnent. Oui. En fait, si tu veux, alors c'est une mission qui volontairement est faite sur un délai très court. Parce que la vraie vie, si un entrepreneur t'appelle pour travailler avec lui, c'est pas pour que tu lui déroules quelque chose 6 mois après. Donc, on les prévient au dernier moment, même si on a les missions avant. D'accord. Mais comme ça, ils partent pas sur des fausses idées, etc. Et ils partent dans la vraie vie. Et en fait, ils vont justement faire cette phase de cerner l'entreprise. Donc, il y a des méthodologies qui sont vues. On leur apprend justement des tips pour être efficace avec le dirigeant. Il y a un interview de dirigeant. Et le livrable à faire, c'est justement cette proposition de mission qui est faite, et avec le plan, le déroulé. Un operating partner, vu qu'il s'engage sur du résultat, ce qu'il doit fournir, c'est qu'il doit fournir un programme qui est timé, avec un budget qui est défini, et avec des dates et un programme de livrable intermédiaire. Et c'est ça le livrable qui doit le faire sur le Capop Graduate Validation. Ils doivent aller jusque-là. Donc ça veut dire qu'il y a 2 enjeux pour eux. C'est effectivement la certification, parce que si cette mission n'est pas réussie, ils n'ont pas le Capop. Le Capop, c'est pas automatique. Et deuxième vrai sujet, c'est que là, ils peuvent partir réellement avec une mission définie et qui a été fournie par l'académie. Et missions qui peuvent prolonger, ou soit à la demande de l'entreprise ou à la demande de l'operating partner qui juge bon de prolonger la mission.
Oui, parce qu'il peut y avoir effectivement... alors, on n'a pas eu le cas parce que les missions étaient plutôt toutes intéressantes. Donc, on n'a pas eu un operating partner qui s'est dit non, continuer la mission ne m'intéresse pas. Et on a eu une majorité de personnes intéressées en tant qu'entrepreneurs pour continuer la mission. Et donc, pour les operating partners, une fois qu'ils ont été certifiés et des operating partners qui cherchent à devenir indépendants, et donc, c'est quoi le business model d'un operating partner? Parce que tu parles très souvent, et c'est ça le point fort de l'operating partner, c'est l'engagement sur les résultats. Et donc, j'imagine qu'une partie de sa rémunération dépend des résultats qu'il obtient aux côtés du dirigeant. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce business model? Oui, alors là, effectivement, tu parles du canal d'exercice du métier. Tout à fait. Alors, on va mettre de côté, on va dire, le salariat au niveau des fonds d'investissement. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on est plutôt sur un contrat, on va dire, CDI classique. Oui. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est que si on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est peut-être pas forcément la plus grosse tendance qui va se passer au niveau des fonds, de structurer uniquement en interne des équipes d'operating partners, mais on voit des vraies tendances à plutôt aller chercher en externe sur des missions les operating partners. Donc, tu as raison, ce sont des gens indépendants et sur le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la première des choses, alors on en parle pendant la formation, mais ils ont plusieurs possibilités d'exercice, plusieurs possibilités on va dire, de statut juridique, que ce soit des SAS, etc. Ils ont la possibilité également de rejoindre des cabinets qui sont exercés un petit peu comme des cabinets d'avocats, si tu veux, en partage de moyens et de résultats. Mais là où tu as vraiment raison, et c'est la mutation qui est absolument fondamentale, un operating partner qui est un vrai operating partner ne peut pas être que sur du fixe. Et je dirais que c'est l'avantage du métier. Parce que l'operating partner qui met en plus, on va dire, des livraisons intermédiaires, parce que peut-être qu'on en parlera, mais la mission d'un operating partner peut durer relativement longtemps, peut durer 12 mois, 18 mois. Après un certain nombre d'années, c'est compliqué de toute façon parce qu'il y a ce côté humain qui se met avec l'entrepreneur et on perd la notion de performance économique. Mais globalement, cette partie variable, justement, permet souvent de ne plus caper autant qu'on le ferait sur un fixe. Et donc, le réflexe du TJM qu'on voit sur le consultant, etc., il faut en sortir. Et est-ce que c'est valable pour tout type de mission? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la multitude de contextes dans lesquels un operating partner peut intervenir. Très souvent, tu vois qu'il va intervenir dans quel contexte? Est-ce que c'est plutôt dans l'augmentation du chiffre d'affaires, dans la sécurisation d'une opération de cession, d'un LBO? Est-ce que tu vois tous ces contextes quand même qui arrivent? Alors, on voit tous ces contextes. Ça veut dire que globalement, il y a des éléments qui sont identiques sur ces missions et qui peuvent différer. Soit ils peuvent être effectivement, eux, en operating partner, on va dire, en direct sur la mission, notamment effectivement sur l'évolution du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, on va dire des ratios classiques, mais également, ils peuvent créer de la valeur on va dire, dans les opérations complexes, puisque tu en évoques certaines. Je crois d'ailleurs que tu as eu l'occasion de travailler aussi avec des operating partners tout à fait. Permettre... Exactement, sur une opération donc, de croissance externe pour aider effectivement à passer certains caps et certains blocages aussi, psychologiques et autres. Donc, comme quoi l'operating partner a aidé aussi sur tous ces aspects-là. Et donc, c'était avec Isabelle, donc Isabelle Saladin d'ailleurs. D'accord. Avec qui on a travaillé sur une opération de croissance externe pour une belle mission. D'accord. Alors, tu vois justement ce type de mission, globalement, l'intérêt, c'est que souvent un operating partner a intérêt plutôt dans un premier temps à forfaitiser sa première partie, on va dire, de diagnostic, etc., pour valoriser après au mieux les résultats sur différents éléments. Et là, justement, sur les opérations financières, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'interventions d'operating partners pour ce que tu disais, tous les sujets psychologiques, tous les sujets de discussion entre des gens qui ne se comprennent pas forcément, entre la finance, l'opérationnel, la stratégie. Là, leur rôle, il est crucial et ça crée vraiment une valeur. Notamment sur la partie intégration, parce que là, pour le coup, avec Isabelle, effectivement, on a travaillé donc, sur de la croissance externe et surtout
sur comment rassurer aussi le board, la gouvernance, sur la bonne intégration de la cible. Et donc, c'est de monter tout un plan, effectivement, post-acquisition, avec, comme tu as dit, à la fois les équipes commerciales, les équipes opérationnelles, et effectivement faire émerger un plan d'intégration. Et c'est ce qui a permis aussi de faciliter, on va dire, ce travail-là, et de rassurer le board qui parfois ne voit peut-être pas forcément d'un bon œil une acquisition ou une opération financière. Ouais. Oui, et la création de valeur opérationnelle devient de plus en plus fondamentale dans les opérations financières. Ah, tout à fait. Une fois qu'on arrive presque au terme de ce très bel échange, j'aimerais maintenant qu'on se concentre aussi sur la formation, et que tu nous rappelles un peu à qui ça s'adresse pour les personnes qui nous écoutent, et aussi un peu combien ça coûte, de quelle manière ils peuvent suivre cette formation, parce qu'il y a effectivement plusieurs promotions et dans plusieurs villes différentes, pas qu'à Paris. Et c'est l'avantage aussi, c'est que ça vise aussi un panel un peu plus large, parce qu'il n'y a pas que des Parisiens en France. Oui, tout à fait. Alors d'abord, effectivement, la première des choses à dire, c'est que on en revient sur ce métier, qui est un métier d'élite, et ça veut dire que si c'est un métier d'élite, on ne va pas non plus accepter tout le monde, et ça serait terrible pour le métier d'operating partner. Ah oui. Donc en fait, on a un nombre, entre guillemets, limité de personnes dans les promotions, ce que je te disais, 10 à 12 personnes maximum, et également on limite le nombre de promotions. Aujourd'hui, on devrait finir l'année 2025 avec 5 ou 6 promotions au global qui seront terminées ou lancées. Là, on a 2 promotions qui sont en cours de recrutement et de finalisation de recrutement. On en a une qui est à Lyon, qui sera donc au mois de juin, avec un parrain qui est absolument exceptionnel. Enfin, personne, moi, que j'ai découverte, et tous ceux à qui j'en parle, à la fois dans l'écosystème lyonnais, mais beaucoup plus loin, également, c'est Laurent Fiard, qui a une superbe boîte et des activités, on va dire, d'engagement très fort. Donc ça, c'est une formation qui démarre au mois de juin. Il reste, de mémoire, je crois, 3 places. La suivante démarre au mois de septembre. Si tout va bien, on devrait arriver à l'Operating Partner Day avec cette formation qui sera complète déjà en nombre de personnes. Et qui aura lieu le 5 juin d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils sont intéressés par participer très bel à événement. cette journée. Ouais, exactement, je confirme. Ouais, très bel événement, et vraiment tourné sur l'ensemble de l'écosystème de l'operating partner, avec à la fois des operating partners, des fonds d'investissement, des clients, et globalement des réflexions vraiment actives sur qu'est-ce qu'est la création de valeur, si tu veux, au niveau de ce métier d'operating partner. Donc nous, on y sera, bien sûr. Donc logiquement, la promo qui sera la promo Jean-Louis Louvel sera complète à ce moment-là. On devrait normalement en créer une autre, mais on attend que celle-ci soit définitivement complétée. Mais oui, là, la promo de Lyon, j'incite effectivement les gens qui sont intéressés à me contacter directement, ou aller sur notre site web. C'est très vite fléché, donc on vous recontacte très vite. Oui, je pense que c'est quelque chose à ne pas louper, parce que dans les mois prochains, je pense qu'il va y avoir quand même, avec la situation économique, beaucoup d'opportunités liées à ce métier. Mais le métier nécessite cette formation. Enfin, je pense que toi comme moi, on n'ira pas forcément voir un chirurgien qui n'a pas eu son diplôme. Ça moi, dépend. Non, je plaisante évidemment. Alors, donc, prochaine promotion à Lyon, avec parrain donc Laurent Fiard de Visiative. Donc on te contacte. Et comment ça se passe le déroulé classique d'un recrutement ? Alors, le déroulé, il est très rapide. On va dire, il y a un premier échange qui est fait, alors souvent sur une visio, où en fait on va écouter le parcours de la personne, et globalement on va décider ensemble avec cette personne, c'est oui ou non, y a-t-il un intérêt ? Et parfois non, parce qu'on va s'apercevoir, et ça arrive régulièrement, que soit il est entrepreneur, il n'a pas le temps, soit effectivement les compétences sont trop loin de ce métier d'élite, donc il vaut mieux pas. Donc ça, c'est la première phase. Ça, c'est assez rapide. En général, dans les 2-3 jours maximum qui suivent la prise de contact, c'est déjà fait. Deuxième étape, c'est la validation, ce que je disais en début, avec un jury de 2 personnes,
qui est composée du directeur pédagogique du parcours et de quelqu'un qui est reconnu dans l'entrepreneuriat. Et pareil, là, c'est un échange d'1 heure qui valide le go, no-go, à la fois du jury et du candidat. Voilà. D'accord. C'est vraiment une discussion de validation. Et suite à ça, on part sur un processus classique, conventionnement de formation, avec les plans de financement individuel ou entreprise. Vous avez aussi des parrains forts, on en a parlé en préambule avant d'enregistrer cet épisode. Donc le parrain de la première promotion, c'était Hugues Cazeneuve. Ensuite, il y a eu Jean-Pierre Nadir. Oui. Et donc, comment vous trouvez ces parrains et quelle manière ils sont pertinents pour vous? Voilà, comment ça se passe au niveau de ce... pas recrutement, parce que vous ne les recrutez pas, mais comment vous arrivez à identifier des parrains qui sont solides au niveau de cette valeur. Ouais. Tout à fait. Alors ça, c'est on est vraiment ravis parce qu'on arrive aujourd'hui à avoir des niveaux de parrains en termes à la fois d'engagement et de valeur humaine très très bons. Alors juste pour recontextualiser, parce que Hugues Cazeneuve, que moi je connais bien maintenant puisqu'il a rejoint en plus le comité des sages, il nous a fait ce plaisir là après. C'est quelqu'un qui est plus connu en tant que fondateur d'Opinionway. Alors je le dis parce que parfois les entrepreneurs sont plus connus par leur nom. Hugues a toujours communiqué plutôt sur la marque Opinionway. Donc effectivement après Jean-Pierre est devenu parrain. C'est un engagement en fait de personnes qui croient à la création de valeur et à la création d'emplois que peut amener finalement l'académie. En fait, quand on partage avec eux, pour être très clair, nous, ce qui nous a amené à créer l'académie, c'est qu'on s'est dit, on veut participer au redressement économique de la France et de l'Europe. Parce que j'en ai pas parlé, mais on commence à avoir des personnes qui viennent d'Europe là sur les différentes promotions. Et on s'est dit, qui de mieux que les entrepreneurs pour créer de la valeur et des emplois. Les entrepreneurs, souvent PME, ETI. Et donc on s'est dit, si on arrive à former des gens qui les accompagnent et qui créent de la valeur, on participera au rebond économique français et européen. Et souvent, on voit que nos parrains, ils ont ces mêmes engagements, ces mêmes valeurs. Donc je dirais c'est vraiment une question de rencontre. Et on veut continuer à avoir des parrains comme ça, qui sont des parrains engagés, respectés et qui sont porteurs de valeur. J'aimerais revenir sur un point que tu as cité tout à l'heure, sur le fait que dans les mois à venir, les années à venir, au vu de la situation que l'on connaît en France, il y aurait un besoin plus important d'operating partners. C'est-à-dire aussi, est-ce que un operating partner peut intervenir dans un contexte de restructuration d'entreprise, donc une PME qui ne va pas forcément, qui paie pas forcément une bonus, qui est en difficulté économique, financière. L'operating partner a vocation aussi à intervenir dans ces contextes très délicats, très difficiles. C'est un moment pivot de l'entreprise comme d'autres. Là, je dirais la force d'un operating partner, c'est que souvent il a vécu ce type de moment un peu difficile, donc il peut amener justement aussi cette expérience-là, et souvent également il va avoir un réseau d'experts sur le restructuring. Alors, l'operating partner ne sera pas forcément et c'est pas ce qui lui est demandé, l'expert absolu de restructuration des dettes, de renégo du PGE et des choses comme ça. Mais il saura apporter les bonnes solutions à ce moment-là. Donc oui, il est pertinent dans ce domaine-là. Donc prochaine promotion à Lyon. Alors on n'a pas parlé effectivement peut-être d'un point important, le coût de la formation, si tu peux en dire quelques mots. Oui, alors aucun souci. De toute façon, il est sur le site web. C'est un forfait global de 25 000 € qui prend en charge à la fois donc, la partie formation et le passage du CAPOP. Et donc, c'est un investissement, très clairement. J'en parle régulièrement. On nous dit régulièrement où c'est un prix, c'est conséquent. Oui, c'est un investissement, mais qui donne accès non seulement à la formation, mais surtout à l'écosystème. Tout à fait. Et au développement du métier. Donc là, après, comme tout investissement, ça demande un plan de financement qui a été travaillé. Il peut être individuel ou par l'entreprise. Et donc, nous, on peut répondre à ces questions-là. Alors, c'est quoi les prochaines phases de développement de la Operating Partner Academy ? Parce que tout à l'heure aussi, tu as parlé donc, de la plateforme digitale qui va être mise en place, qui est une plateforme de mise en relation. Tu peux nous en dire davantage, et aussi les prochaines phases de développement que toi tu vois, parce que tu as parlé aussi maintenant de profil européen.
qui commencent à venir dans les promotions en France. Oui. Alors, oui, la plateforme, je dirais, c'est le second étage de la fusée. Une fois que les personnes sont certifiées, c'est de leur proposer un certain nombre d'avantages en tant que certifiés. Notamment, ce qui nous était demandé, c'était un contrat, on va dire un contrat type juridique qu'on va mettre en place à travers cette plateforme. Et donc, c'est une plateforme de mise en relation où des entrepreneurs directement ou via des fonds d'investissement qui vont proposer ces types de missions à leur participation, vont, entre guillemets, si tu veux, poster des missions. Et là-dessus, tu vas avoir un matching, IA, humain, classique, etc., qui va permettre effectivement d'avoir accès à ces missions. Donc cette plateforme, elle est très attendue. Elle est très attendue par nos certifiés, mais on a été aussi absolument étonnés de l'impact et de l'attente très forte, notamment des fonds d'investissement, qui ont percuté très très vite que c'était en fait un accélérateur pour eux d'aller piocher dans un vivier de personnes tout de suite prêtes, opérationnelles et qui vont créer du résultat. Donc ça, c'est un sujet effectivement sur la plateforme, sujet très d'actualité. Sur le côté effectivement développement, alors, on a plusieurs sujets. Alors, je ne pourrais pas tous les évoquer. D'abord parce que ça bouge et puis il y en a certains aussi, tu me permettras de les garder pour plus tard. Mais globalement, oui, on a à la fois cette demande d'internationalisation. Alors, dans un premier temps, on va dire sur le côté francophone. Donc là, on a eu nos premiers apprenants qui viennent hors de France, notamment qui sont venus sur Paris. Donc, on a ce côté-là, on a aussi des projets en Afrique où, je dirais, le positionnement de l'entrepreneuriat et la volonté de développement de l'entrepreneuriat est forte. Voilà, donc beaucoup de projets, effectivement, mais on va y aller étape par étape. On va déjà donner la satisfaction à la fois à nos apprenants certifiés et aux utilisateurs de la plateforme. Et puis, on va y aller step by step, mais assez vite, je pense. Merci beaucoup Franck. Alors pour clôturer ce bel échange, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé selon toi de ce qu'est un bon operating partner et après tu peux nous dire avec tes mots, je te laisse le mot de la fin, une dédicace ou ce que tu veux en lien ou non avec le sujet du jour. Alors moi je dirais, j'insisterai vraiment sur la beauté de ce métier, mais c'est un métier qui ne s'improvise pas. Vraiment. Là, on le voit de plus en plus, et moi je le vois, j'en suis de plus en plus convaincu. Donc, si vous souhaitez vous engager dans ce métier, je peux être que le premier à vous dire allez-y, parce que justement, c'est ce gagnant-gagnant et c'est cette valeur à la fois de performance et de volonté d'action. Maintenant, je pense, oui, très sincèrement, que demain, ce sera compliqué pour les gens qui n'auront pas de certification parce que le marché va probablement à la fois se consolider et une vraie volonté d'avoir des intervenants qui sont sélectionnés et donc qui créent de la valeur. Voilà. Donc, voilà ce que je pourrais dire en conclusion, Iliad. Et un petit mot de la fin ou tu te vois, petite dédicace, je ne sais pas si tu penses à des personnes. Alors, si, j'ai une petite dédicace. Si tu veux, moi, c'est une aventure humaine qui s'est créée avec l'académie et avec c'est une petite équipe qui s'est engagée et aussi bien, elle se reconnaîtra, mais Anne-Marie, la première personne qui a rejoint l'équipe et qui amène un dynamisme au niveau des alumni qui est absolument fou. Des gens qui sont créateurs de valeur dans l'écosystème de l'académie, et puis un directeur pédagogique super impliqué. Donc, écoute, moi, je suis heureux de travailler avec des gens qui ont de telles valeurs. On sent que tu es passionné par ce que tu fais et bravo à nouveau pour ce que tu as pu développer avec ces équipes-là, évidemment, et des personnes de l'ombre, comme le métier d'operating partner. Donc, on rappelle la prochaine promotion à Lyon, qui débute donc en juin. Est-ce qu'il y a une date? C'est quoi la date de début? Alors, la date de début, c'est le 11 juin. 11 juin, parfait. Donc là, les inscriptions, il n'y a aucun problème là pour aller s'inscrire. Ce qui est intéressant, oui, on en parlait tout à l'heure, c'est que, mais je crois que c'était avant qu'on démarre l'enregistrement, toutes les dates sont connues pour les 6 mois. Donc, c'est assez facile de s'engager sur une formation part-time
qui peut changer un peu l'avenir professionnel. Parfait. Et donc 11 juin, promotion à Lyon et l'Operating Partner Day le 5 juin. Oui. Donc dépêchez-vous pour les personnes aussi qui voudraient rejoindre la formation à Lyon, parce que je pense que au vu de l'engouement qui est porté pour l'académie, il risque de plus y avoir beaucoup de places, voire aucune place. J'espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Franck et à très très vite surtout. À très très vite. Merci.